Et nous accueillons aujourd'hui Alain Lernoux, qui est chargé de recherche au CNRS et qui est un des spécialistes du néoplatonisme principalement post-plotinien. Alain Lernoux est un grand connaisseur de Proclus et de Simplicius. Il est l'auteur d'un livre qui est tout à fait recommandable et fondamental sur l'interprétation du Timée par Proclus, et ce livre est notamment centré sur le livre 2 du commentaire de Proclus. Par ailleurs, Alain Lernoux est en train d'achever, d'avancer. Il a achevé et il va publier dans un délai que l'on espère pas trop lointain une traduction commentée du commentaire de Proclus sur le premier livre des éléments d'Euclide. Donc Proclus, commentaire sur le Timée, commentaire sur Euclide. Et par ailleurs, il est engagé également dans une entreprise de traduction du commentaire de Simplicius sur la physique d'Aristote. Voilà. Et Alain est un membre actif du groupe de recherche qui prépare une nouvelle traduction commentée des éléments de théologie de Proclus, et qui est un programme porté par le Centre Jean Pépin, par le LEM, par l'équipe Grammata de l'Université Paris 1, et qui devra aboutir donc à une traduction prenant en quelque sorte le relais, je ne dis pas la place, mais le relais de celle de Jean Trouillard, et qui organisera également en 2018 un colloque consacré à des thèmes philosophiques principaux des éléments de théologie. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un exposé d'ensemble sur l'interprétation du Timée par Proclus qui nous est présenté sur la base de cet exemplier. Donc merci beaucoup Alain, et tu as la parole. Bien, je vais remercier bien sûr pour commencer les organisateurs du séminaire, Luc Brisson, Pierre Quay et Philippe Hoffmann, qui me donnent l'occasion de exposer, sinon réexposer, un sujet effectivement sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années. Et je vous propose de parcourir quelques textes qui me paraissent importants pour illustrer ce que je considère être des lignes directrices de l'interprétation proclienne du Timée de Platon. Est-ce que tout le monde a un exemplaire? J'en avais fait 30 en espérant qu'il y en aurait assez. Il y en a là-bas? Oui, il y en a là-bas. Et je vais en récupérer un aussi. Voilà, comme ça me permettra de suivre aussi en même temps. Alors, je dis aussi, pour comprendre un peu l'esprit dans lequel j'ai abordé le séminaire, je suis parti du principe que vous n'êtes pas forcément spécialiste de Proclus, peut-être pas forcément non plus de philosophie ancienne de manière générale. Donc, je donne des indications peut-être pour certains qui paraîtront très basiques, très presque inutiles, mais peut-être il vaut mieux quand même partir du principe que effectivement les choses même les plus évidentes pour un spécialiste ne sont peut-être moins que pour quelqu'un qui vient d'un autre monde. Et donc j'ai dans l'exemplier que vous avez sous les yeux, puisqu'il s'agit de l'interprétation proclienne du Timée de Platon, je rappelle vraiment très rapidement comment le Timée est construit. Vous l'avez là sur la première page. Un prologue avec un résumé de la République et le mythe de l'Atlantide. Et ensuite, un prélude à l'exposé proprement dit physique de Timée. Un prélude qui consiste en deux parties. Des prémices générales. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus loin. C'est les fameuses propositions. Qu'est-ce que l'être qui est toujours? Qu'est-ce que l'être qui devient? Tout ce qui devient a nécessairement une cause aition. Et cette cause démiurgique suit un modèle en vue d'une fin. Et ensuite l'application au monde de ces prémices générales. Arrive ensuite l'exposé, proprement dit, avec
3 grandes parties. Encore une fois, je n'invente rien, bien sûr, c'est archi connu, mais il faut le souligner quand même. 3 parties avec d'abord ce que l'on a appelé, ce qu'on continue d'appeler traditionnellement, l'ouvrage de la raison du nous, c'est l'intellect, c'est-à-dire le démiurge, organisateur du monde et créateur de ce Dieu sensible qu'est le monde sensible, avec un grand partage, disons, entre d'un côté le monde comme tout, le macrocosme, avant d'arriver au monde en petit, c'est-à-dire le vivant partiel qu'est l'homme. Et donc, un passage de la cosmologie à l'anthropologie. Et à un moment, dans le Timée de Platon, en abordant la vue et l'ouïe, interviennent des causes qui ne sont plus des causes, disons, intelligentes, mais qui sont des causes liées à la matière et à la nécessité. Et Platon fait donc une pause et dit maintenant il faut que je recommence, non pas à zéro, enfin il faut que je prenne un autre départ. Presque à rebours, c'est-à-dire après avoir parlé de l'intelligence du nous, du démiurge qui fait quelque chose, je veux dire, dans l'idée de réaliser évidemment une œuvre la plus parfaite possible, en imposant à la matière des formes, en particulier une mise en ordre analogique des 4 éléments. Après ça, Platon est obligé de couper son discours et d'introduire dans ce que l'on appelle l'ouvrage de la nécessité, avec le grand développement très célèbre sur la Cora, c'est-à-dire entre guillemets la matière, et puis les corps premiers, la géométrisation, les sensations et impressions sensibles, pour enfin arriver dans une 3e partie à l'exposer, à revenir à l'anthropologie, et un exposé où l'on montre comment intelligence et nécessité vont coopérer pour la fabrication, entre guillemets, de ce vivant qu'est l'homme. Et là aussi, j'ai d'abord une création de la partie mortelle de l'âme, puis les parties mortelles de l'âme humaine, les parties du corps mortel, etc. Avec cette délégation, l'anthropologie étant déléguée par le démiurge du monde à d'autres dieux multiples et auxiliaires. Donc voilà en gros comment ça marche, disons, dans le Timée de Platon. Maintenant, quand on aborde le Timée de Proclus, la première chose qui est importante et que souligne d'ailleurs évidemment le commentateur lui-même, avant de commenter son texte, il nous fait une introduction pour préparer le lecteur. Comment faut-il aborder le Timée? Et parmi les points importants qui vont servir de ligne directrice, pour bien comprendre le Timée, il faut déjà avoir connaissance de son but, scopos. C'est une caractéristique du commentarisme néoplatonicien tardif, d'avoir comme ça, de manière systématique, introduit les commentaires à Platon ou à Aristote par la question du but. Et donc là, j'en arrive dans l'exemplier, vous l'avez, c'est page 2, le but du Timée selon donc Proclus. Que le Timée de Platon ait pour dessein de s'attacher à la science de la nature tout entière et qu'il se réfère à la considération de l'univers, dès là que du commencement à la fin, l'univers est ce dont il traite, c'est là une chose évidente, me semble-t-il, pour qui n'est pas totalement aveugle, eu égard aux bonnes lettres. De fait, l'écrit du pythagoricien Timée est lui aussi un traité de la nature, à la manière pythagoricienne. Je me rends compte que dans ma citation, j'ai oublié d'indiquer la suite. Ce que Proclus ajoute, c'est que l'on a rapporté depuis, alors Timon de Philonte en particulier, mais en fait c'est une espèce de légende qui court déjà depuis un certain temps. En gros, Platon s'est inspiré d'un écrit d'un autre Timée, que l'on a considéré comme étant pythagoricien du 5e siècle avant Jésus-Christ, mais qui est en fait un pseudo-Timée, un écrit apocryphe, fabriqué pour appuyer encore plus l'autorité de Platon, en disant que si Platon écrit un Timée, c'est parce qu'il écrit un Timée dans la tradition pythagoricienne.
Pardon, Angela Guillaco nous a présenté ce Timède-là il y a 2 semaines. C'est parfait, donc il y a un bon enchaînement. Oui, exactement. Oui, c'est bien, oui. Donc vous connaissez le pseudo-Timée. C'est une légende, bien sûr, et Platon ne s'est pas inspiré d'un écrit pythagoricien, mais encore une fois, c'est une construction pour renforcer son autorité. Donc, ça c'est le premier point le plus important. Pour aller un peu vite, je ne vais pas évidemment m'arrêter, on pourrait presque quand même commenter, non pas chaque mot, mais vous voyez, il se réfère à la considération de l'univers, dès là que du commencement à la fin, l'univers ce dont il traite. Autrement dit, dans le Timée, depuis le début, y compris depuis les toutes premières lignes, depuis le prologue, il est question du monde. Alors évidemment, pas directement sur le mode scientifique quand Timée prendra la parole, mais plutôt de manière symbolique ou mythique. Mais bref, j'en arrive maintenant à un autre point essentiel qui guide encore une fois et qui donne une orientation cruciale à la lecture proclienne du Timée, c'est l'interprétation théologique. Et donc, là aussi, pour prendre connaissance de cet aspect important du commentaire, le mieux encore, c'est de lire ce que nous dit Proclus lui-même, et je continue. Donc, en fait, c'est la suite du prologue après avoir parlé du Skopos. Puisque le Skopos, c'est la science de l'univers, la physiologia, la theoria peritu pantos, il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que faire de la physiologia? La suite est la suivante, donc. Que le dialogue s'applique comme il convient à un tel dessein. Et que Platon, jusque dans le plus fin détail où il a ouvré la présente instruction, est seul conservé d'un bout à l'autre les traits qui caractérisent le pythagorisme dans la science de la nature. Voilà ce que doivent examiner les esprits les plus sagaces. La science de la nature comporte en gros 3 parties. La première s'occupe de la matière et des causes matérielles. La seconde y ajoute la recherche de la forme et montre que celle-ci est une cause plus souveraine que la matière. Et la troisième partie de la physique, physiologia, établit que ces causes n'ont même pas valeur de cause, mais seulement de cause accessoire, et pose comme cause au sens propre des choses qui deviennent par nature l'efficience, l'exemplarité, la finalité. Alors, il y a 2 choses à la fois, évidemment, disons, qui viennent ici au fondement de cette affirmation selon laquelle la physique se compose de 3 parties: étude de la matière, étude de la forme engagée dans la matière, et étude des vraies causes, cause efficiente, cause paradigmatique et cause finale. C'est à la fois le Phédon, avec la distinction entre les causes accessoires et les vraies causes, et Aristote avec la théorie des causes telle qu'il a décrit, par exemple, dans le premier livre de sa métaphysique. Maintenant, et là on a une petite histoire de la physique, mais les physiciens antérieurs, dans l'esprit d'ailleurs d'Aristote, exactement comme celui-ci peut faire une étude des progrès de la recherche sur la nature depuis les présocratiques jusqu'à lui, qui parachève cette recherche. Maintenant, les physiciens antérieurs à Platon, les présocratiques, c'est moi qui l'ajoute ici, ont pour la plupart donné toute leur application à la matière, de quelque nom qu'ils aient appelé le substrat matériel. Et de fait, Anaxagore lui-même, qui, en contraste avec le sommeil des autres, semble avoir regardé l'intellect comme cause des choses qui deviennent, ne fait au vrai dans ses explications nul usage de l'intellect, mais donne comme cause de ce qui devient certaines actions de l'air et de l'éther, comme le dit Socrate dans le Phédon. De leur côté, les chefs de l'école philosophique après Platon, et j'ajoute Aristote et le lycée, non pas tous, du moins les plus exacts d'entre eux,
non pas tous, mais du moins les plus exacts d'entre eux, ont estimé que le physicien devait, en plus de la matière, considérer aussi la forme, et ils ont ainsi réduit les principes des corps à la matière et à la forme. Car pour ce qui est de la cause efficiente, si parfois ils en font aussi mention, comme quand ils disent que la nature est le principe du mouvement, néanmoins ils lui enlèvent toute efficacité et tout caractère proprement efficient, puisque non seulement ils n'accordent pas qu'il y ait en elle les principes créatifs de ce qu'elle produit, mais même admettent que beaucoup de choses naissent spontanément. Sans compter qu'ils ne reconnaissent même pas une cause efficiente préexistante pour tous les êtres de la nature absolument, mais seulement pour les êtres situés dans le monde sublunaire. Car des corps éternels, du moins, ils déclarent expressément que rien n'en est la cause efficiente, ce en quoi, à leur insu, ou bien ils font du ciel entier un produit du hasard, ou bien ils posent le corporel comme se produisant lui-même. Donc, avec Aristote et le lycée, il y a un petit progrès dans le sens où on ne parle pas seulement de la matière, mais on introduit aussi la forme comme cause dans l'explication, disons, de la nature du monde. Mais c'est très très insuffisant, on va dire. Platon, en revanche, est le seul qui, à la suite des pythagoriciens, donc encore une fois, ce leitmotiv, Platon est un pythagoricien, Platon donc est le seul, d'une part, admettre dans son enseignement les causes accessoires des réalités physiques, le réceptacle universel, et la forme engagée dans la matière, comme étant au service pour la génération des causes proprement dites, et d'autre part, avant ces causes accessoires, explore les causes primordiales, l'efficient, l'exemplaire, la fin. C'est pour cela qu'il établit au-dessus de l'univers un intellect démiurgique, une cause intelligible, c'est le modèle, dans laquelle l'univers existe à titre premier, enfin le bien, qui est préétabli dans le rang de désirable par l'intellect créateur. C'est donc à bon droit que, par Platon, nous ont été livrés, ayant fait l'objet d'un rigoureux examen, metakribeias exestetmena, toutes ces vraies causes, puis en dépendance de celles-ci, les deux autres. La forme, c'est-à-dire la forme engagée dans la matière, et le substrat. Donc, la physique est principalement l'étude des causes transcendantes, le démiurge, le modèle et le bien. Et donc, évidemment, c'est donner à cette physique un caractère manifestement, prioritairement théologique. Cette caractéristique de la physique pythagoricienne qui inspire Platon et que Platon développe fidèlement à l'esprit pythagoricien est répétée très très là aussi souvent dans le commentaire. C'est une espèce là aussi de leitmotiv. Donc j'ai pris quelques petits exemples pour illustrer ce thème de la physique comme théologie. J'ai donné par exemple un peu plus loin, de même que Timée rapporte la cause de tous les êtres au tout premier démiurge, de même Parménide fait dépendre de l'un la procession de tous les êtres. Et là donc il y a un partage avec d'un côté le Timée qui traite principalement du monde sensible, de l'autre Parménide dans son dialogue, dans le dialogue de Platon, qui traite principalement du monde intelligible, et tous les deux ont en commun le fait de rapporter toute la diversité des choses, sensibles d'un côté, intelligible de l'autre, à un principe unique, le démiurge pour le Timée, et l'un, le principe suprême, pour le Parménide. Un peu plus loin, toujours pour illustrer cette caractéristique de la physique comme théologie, l'étude de Timée portera donc sur l'univers, Peritoupantos, en tant que l'univers dérive des dieux, car on peut considérer le monde sous bien des aspects, ou bien selon qu'il est corporel, ou bien selon qu'il participe à l'âme du tout et contient des âmes particulières, ou bien selon qu'il possède un intellect. Or, Timée examinera sans doute la nature de l'univers sous ces aspects, non pourtant sous eux seulement, mais principalement selon la procession à partir du démiurge. En quoi aussi la science de la nature se manifeste comme une sorte de théologie. Theologiatis. Ça, c'est la formule qui résume tout cet esprit, disons, cette idée que la physique est une sorte de théologie. Donc, on ne confond évidemment pas physique et théologie, mais dans la mesure où l'accent portera sur l'examen des trois causes transcendantes, le démiurge, le modèle
et le bien, c'est-à-dire l'un bien, le principe suprême. En ce sens-là, la physique est plus qu'une physique, elle se dépasse elle-même et devient une sorte de théologie. Dernier texte qui illustre encore ce point. Alors beaucoup plus loin, dans le commentaire, là on en arrive à... Il s'agit de commenter, j'ai marqué entre parenthèses, Timée 39 et 8, 10. Timée 39 et 8, 10, si vous reportez au plan général du Timée, c'est lorsque l'on aborde le microcosme, anthropologie et la création des vivants partiels dans le Timée. Donc vous voyez, on est relativement assez avancé dans le commentaire. On est à la fin de la première partie, l'ouvrage de la raison. Et dans le commentaire, on est assez loin aussi, puisqu'on est dans le on verra tout à l'heure, je crois, on est presque vraiment dans les toutes dernières parties du commentaire, dans un des derniers livres. Et voici ce que nous dit Proclus. Quant à nous, car notre propos n'est pas de réfuter les opinions de ceux qui ont été d'un autre avis, entre parenthèses, c'est quand même aussi un peu ce qu'il fait dans son commentaire. Mais bon, là, manifestement, il dit que le commentaire n'a pas pour priorité, là, ici, un but négatif qui est simplement de réfuter, et le commentaire a d'abord un but beaucoup plus positif, c'est d'exposer le vrai. Remettons-nous en mémoire que notre programme est le suivant. Qu'est-ce que le modèle unique et intelligible? Qu'est-ce que le démesure universel? Quelle est l'union entre les deux? Examinons comment le discours nous livre successivement et le nombre des types exemplaires et les multiples opérations créatrices. Ça, j'ai voulu le dire parce que ce geste qui consiste à partir, et chaque fois que le texte de Platon le permet, d'exercer à partir du texte de Platon une remontée vers les principes transcendants, par exemple ici le modèle intelligible, à chaque fois ce geste se fait régulièrement, y compris dans des sections du commentaire qui sont assez éloignées du début du Timée. Et donc je vais passer maintenant à un autre point, qui est que en fonction du but unique, Scopos, et en fonction de cette perspective théologique fortement revendiquée à de multiples reprises, et non seulement revendiquée, mais je veux dire mise en pratique, en acte, vous avez un passage alors très très important, toujours dans le prologue, où Proclus donne ce que j'appelle la divisio, le plan du Timée. C'est dans les pages 4, 6, 6, 16. Autrement dit, ça fait quand même plus de 2 pages de texte grec. Hein. C'est assez important. Et là, vous avez... on ne va pas lire le texte parce que ce serait trop long, mais quand on fait l'analyse de cette divisio du Timée par Proclus, et qu'en plus, évidemment, on s'appuie aussi sur une analyse, cette fois-ci, du commentaire de Proclus, on obtient un découpage qui est le suivant, le Timée de Proclus, plan général. Alors j'ai d'abord, vous voyez, 2 parties. Le début du dialogue avec une physique symbolique. C'est en particulier, effectivement, la récapitulation de la République et puis le grand mythe de l'Atlantide. Ensuite, j'ai le milieu du dialogue. Et le milieu du dialogue consiste en gros en ceci. D'abord, reconnaître dans ce que Platon avait inscrit comme prélude. Là aussi, vous pouvez reporter au Timée la toute première page. Platon avait commencé, avant l'exposé de Timée, avant son exposé, pose des prémices générales. La distinction de l'être du venir, etc. Prémices qu'il applique
au monde. Proclus reconnaît là-dedans ce qu'il appelle des préalables, avec des hypothèses et des démonstrations. Et ces deux sections, qui constituent le milieu du dialogue, on y reviendra tout à l'heure, sont interprétées par Proclus comme deux sections dans lesquelles sont établies l'existence des causes transcendantes que j'évoquais tout à l'heure. Donc les causes transcendantes sont établies de manière démonstrative dans ces deux sections. Et une fois que les causes transcendantes sont établies, en particulier le démiurge, qui est un peu central bien sûr, même si ce n'est pas la cause la plus élevée, au-dessus il y a le bien et au-dessus il y a l'un. Mais quand même, bon, on va lui accorder un peu la privilégiée malgré tout. À partir du moment où l'existence du démiurge et celle du modèle et celle de l'un ont été établies, on va pouvoir faire, c'est comme ça que Proclus lit le Timée, l'exposé de la démiurgie. C'est-à-dire, bon, il existe bien un démiurge, et donc je peux, comment dire, une démiurgie est donc possible et aussi. C'est un peu comme Aristote qui dit on ne peut pas faire de physique si on ne s'est pas d'abord assuré qu'existe la physis, la nature. Mais il dit ça, c'est pas un problème, de toute façon c'est évident, donc je ne démontrerai pas que la nature existe. En ce qui concerne ici Proclus, avec les causes démiurge, modèle et l'un, il y a la précaution qui est prise d'établir l'existence des causes. C'est pour ça que j'ai mis préalable entre parenthèses traiter des causes premières, c'est-à-dire traiter de l'existence de ces causes. Et après commence donc la démiurgie, avec deux grandes sections, ou deux grandes parties. La démiurgie première ou universelle, c'est-à-dire l'œuvre du démiurge unique, qui en gros nous fabrique le monde dans sa totalité, en commençant par le monde en son tout, avant d'aborder les parties, le corps du monde, l'âme du monde, pour passer ensuite au temps, ensuite au vivant partiel divin. Et Proclus immédiatement enchaîne, à la fois dans le plan qu'il donne du Timée et dans son commentaire qu'il nous reste, enchaîne immédiatement sur la démiurgie seconde ou partielle, c'est-à-dire l'anthropologie, la fabrication des vivants partiels, en particulier du vivant partiel qu'est l'homme. Avec d'abord, il y a quand même une petite partie, une petite importante qui revient au démiurge universel, c'est la fabrication de l'âme immortelle, et ensuite la création de la vie mortelle par les jeunes dieux. Mais il s'agit quand même de la création du vivant partiel qu'est l'homme. Et le commentaire de Proclus s'arrête en 44D2, lorsque Platon est en train d'exposer donc la fabrication du corps mortel et l'incorporation de l'âme immortelle dans ce corps mortel et tous les troubles que ça génère dans cette âme, malheureusement dans un milieu qui lui est pas très favorable, qui fait qu'elle aura besoin d'un peu d'exercice pour rétablir son bon ordre et retourner, je ne sais pas si on peut dire retourner droit parce que c'est un peu bizarre, amorcer des mouvements un peu plus réguliers à l'image du mouvement céleste. Bon. Et le commentaire de Proclus s'arrête là. Et dans la divisio textus, Proclus tient compte quand même évidemment de ce qu'il appelle la fin du dialogue, les derniers achèvements, avec la génération des animaux, respiration, nutrition, et puis les maladies du corps, de l'âme et remède. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a une très grosse différence, très grosse différence, entre le plan en trois parties, raison, nécessité, coopération de la raison et de la nécessité, et ce que l'on peut tirer du plan de Proclus, du plan du Timée donné par Proclus, et de l'analyse de son commentaire. L'opposition de deux causalités indépendantes dans leur nature l'une de l'autre, celle de la raison et celle de la nécessité, avait conduit Platon à donner à son Timée un plan, on peut dire dialectique, mais en mettant des guillemets, en trois parties. D'abord l'ouvrage de la raison, puis celui de la nécessité, enfin la coopération de la raison et de la nécessité. Et il suffit de se reporter au tableau, donc ici, de la divisio textus du Timée par Proclus,
pour voir combien l'économie générale du Timée de Platon fait l'objet de la part de Proclus d'un profond réaménagement. La seconde partie du dialogue est littéralement soustraite. Parce que ce que Proclus englobe dans ce qu'il appelle le milieu du dialogue ne correspond absolument pas à la seconde partie du dialogue. Ce qu'il appelle le milieu du dialogue, c'est la démiurgie première ou universelle, puis la démiurgie seconde qui vient en continuité, et puis à la fin c'est vraiment les derniers, le fignolage, ce vivant partiel qu'est l'homme, les derniers trucs, les trucs qu'on traite après coup. Par exemple, comment se maintenir en bonne santé, comment remédier aux maladies. Tandis que la troisième partie, et donc j'ai une troisième partie chez Proclus qui se trouve réduite à une sorte d'appendice. Et après le traité consacré à la création de la vie mortelle par les jeunes dieux, qui commence en 42 Décades, il ne reste plus en effet, compte tenu de l'escamotage de la seconde partie du Timée, que les derniers achèvements de la démiurgie, qui correspondent à la troisième partie du Timée. C'est-à-dire finalement aux êtres Proclus, peu de choses. Alors, il est frappant de constater que le commentaire tel qu'il nous a été conservé et qui s'arrête dans le cours du livre 5 à 44 D2 ne recouvre précisément que cette première partie du Timée. Vous avez j'ai quand même dans mon plan général du Timée. Dans mon plan général du Timée par Proclus, après le corps mortel et l'incorporation de l'âme immortelle, j'ai un grand trait ici qui indique que le commentaire s'arrête là et tout le reste est perdu. Tout le reste est perdu. Alain, sur ce point perdu, oui. Ou jamais rédigé? Oui, alors point d'interrogation. Alors, il y a, comment dire, Pas pareil. Non, c'est pas pareil. On a en particulier un fragment d'un texte, d'un commentaire arabe qui témoigne du fait que Proclus aurait effectivement commenté le Timée jusque quasiment les dernières pages, les 90 et quelques. Alors, et comme Proclus le dit lui-même en plusieurs endroits de son commentaire, d'ailleurs au tout début, je m'y étais pas arrêté, mais lorsque Proclus dit que la physique comporte 3 grandes parties, la matière, il dit que Platon traitera de la matière, lui aussi, et donc il fait une allusion, une référence à ce qu'on appelle la seconde partie du Timée, le traité de la Cora. Et il y a un autre passage, mais peut-être que je ne vous l'ai pas donné, où Proclus dit très explicitement, Platon plus loin, et je ne l'ai pas donné ça? Ah si. Alors, dans l'exemplier, c'est le texte Intimeum, livre 1, 2, 30. Donc Intimeum 1, 2, 30, c'est dans l'exemplier, page 5. Donc c'est à la fin du plan général du Timée par Proclus. Je crois qu'on ne peut pas nier qu'il y a escamotage, d'après le plan général qu'il nous donne du Timée, et d'après aussi l'analyse du commentaire où jamais de... alors non, comme le commentaire s'arrête avant le traité de la Cora, on ne peut pas savoir. Ah oui, c'est ça. Voilà, non. Mais donc dans le plan général qu'il donne dans son introduction à son commentaire, dans son grand prologue, on a vraiment un enchaînement très linéaire, démiurgie première et aussitôt après démiurgie seconde. Il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas une espèce de contre-pied qui fait que l'on aborde les choses à partir d'un nouveau départ, à partir d'un nouveau ex arches, comme dit Platon, mais un nouveau départ. Alors,
Proclus dit « Platon, en revanche, est le seul qui, à la suite des pythagoriciens, d'une part admettent dans son enseignement les causes accessoires des réalités physiques, le réceptacle universel et la forme engagée dans la matière. » Donc, clairement, Proclus reconnaît que Platon n'a pas ignoré, bien sûr, la seconde partie du Timée. C'était quand même difficile. Même s'il n'en parle pas, quand il dit maintenant, je vous donne le plan du Timée, la Cora a complètement disparu. Mais dans le commentaire, on voit bien que quand même, il ne peut pas l'avoir totalement oublié ou relégué dans les oubliettes. Et d'ailleurs, je vous donne juste un... Dans les manuscrits, oui. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la dernière ligne, donc à la fin du deuxième ou du troisième... Trois volumes. À la fin du troisième. Est-ce qu'on a la trace d'une rupture accidentelle Oui. C'est ça? Oui. Oui, il y a la trace d'une rupture accidentelle. Oui, c'est pas un truc qui s'arrête avec un point comme si la proposition était terminée. C'est ça. Et on n'a pas, du point de vue de la tradition manuscrite, on n'a pas soupçonné une édition en plusieurs tomes dont accidentellement un dernier tome aurait disparu. Parce que ça peut-être l'explication. Alors, si c'était ça, ce serait courant. Parce que chez Proclus, je crois, qu'est-ce qui nous est resté d'entier? Pas la théologie platonicienne. Non, la théologie platonicienne, il manque... il manque la moitié aussi. Les commentaires sur le Parménide, il manque aussi. Peut-être... Alors, ce serait simplement un cas qui viendrait illustrer une espèce de règle qui fait que par accident ou par lassitude, à un moment de la transmission des textes, on a décidé d'arrêter là et de ne pas conserver le reste. C'est fort probable. Parce que Proclus donc savait que Platon traitait de la Cora. Et alors puisqu'on y est, j'ai noté en note rapidement que oui, alors lisons quand même le petit texte que j'ai ajouté juste à la suite. On avait lu. Alors je m'excuse, j'avais dit que je ferais comme si personne ne connaissait rien. Intimaeum, j'ai donné les références un peu plus loin. Intimaeum, c'est les références à l'édition encore du texte grec qui nous soit, qui soit encore notre instrument de travail, c'est ça. C'est ça, Intimaeum. Mais j'ai donné les références un peu plus haut. Donc. Vous avez aussi un autre passage qui témoigne que Proclus, bien sûr, savait que Platon allait parler de la matière. Dans l'exposé sur la matière, donc c'est Intimaeum 1, 229, 3. Dans l'exposé sur la matière, Platon démontrera l'existence non seulement de la matière, mais aussi de l'être. Donc, escamotage, certes. Maintenant, Proclus fait référence à ce qu'il appelle l'exposé sur la matière. Il fait référence aussi au fait que Platon a tenu compte de la matière et de la forme engagée dans une matière, c'est-à-dire qu'il a fait une physique complète. Il ne s'est pas simplement intéressé aux trois causes transcendantes, mais il a bien fait une physique complète. Vraiment, il a bien sûr considéré que les causes transcendantes étaient beaucoup plus importantes que les deux accessoires. Alors, on sait que le livre 5 du commentaire de Proclus allait au moins jusqu'à 50 C4, d'après un fragment cité par Philopon. Mais aussi que Proclus a commenté tout le Timée, puisqu'on a dans un manuscrit arabe, accompagnant la traduction par un certain Hunin, la traduction du traité de Galien Pérétone, on a la traduction par le même Hunin du commentaire de Proclus à 89 E4, 90 C7. C'est quasiment la fin. Le Timée s'achevant 2 pages plus loin. Et Festugère ajoute que Marinus, dans sa vie de Proclus, ne fait aucune allusion à une partie manquante du commentaire sur le Timée de Proclus. Alors maintenant, ce fragment qui reste et qu'on trouve donc chez Hunin dans une traduction du traité de Galien Pérétone,
j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui, j'ai marqué la référence en abrégé, c'est dans ma note, sur la remise en question de l'attribution de ce fragment à Proclus, donc un certain Arntsen, 2013, donc dans la bibliographie très sommaire, Arntsen 2013, Proclus on Petos Timaeus, dans Arabic Science and Philosophy. Alors ça, il faut que je vois un peu plus près. Ce sujet a considéré que c'était ce fragment la preuve que le commentaire allait jusqu'au bout. Apparemment, c'est moins évident. On peut penser, d'après cet article, que le texte soi-disant de Proclus, ou attribué à Proclus comme commentaire de cette fin du Timée, ressemble pas beaucoup à du Proclus, c'est pas tout à fait son style. Bon, ça, j'avoue que il faudrait que je regarde un peu plus près. Donc, sur cette question de l'escamotage ou pas, oui, escamotage, c'est certain. Maintenant, est-ce que Proclus n'a pas commenté le tout du commentaire? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Et il faut se garder d'affirmer qu'il n'a pas commenté toute la suite. Surtout que, bien sûr, c'était un peu gênant pour lui le jour, enfin, au moment où il en arrive à l'exposer sur la Cora et la nécessité, c'était un peu gênant de se trouver confronté à l'introduction d'une cause antithétique à celle du bien, à celle du démiurge. Parce que pour lui, il n'y a pas de cause antithétique, il n'y a qu'une cause. La perspective est vraiment résolument téléologique et unilatéralement téléologique. Il n'y a pas de cause qui vienne s'opposer. Donc, il fallait faire... Mais en même temps, on sait très bien que les néoplatoniciens ne manquaient pas de ressources pour, finalement, interpréter les choses et arranger des situations qui pouvaient être gênantes, entre guillemets, ou embêtantes. Donc, dans la mesure où la matière et l'exposé sur la matière pouvaient être lus comme un exposé sur une cause accessoire, donc on pouvait très bien, finalement, accepter cette Cora comme étant ici simplement un traité sur la hulée, sur la matière, c'est-à-dire au sens aristotélicien du temps, comme une cause accessoire, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait platonicien, sans en faire une cause rebelle, sans en faire quelque chose qui vienne contrecarrer, vraiment très fortement, l'action bienfaitrice et providentielle du démiurge. Donc voilà. Alors, ce que je voulais ajouter aussi, un peu rapidement, mais sauf s'il y a peut-être des questions là-dessus sur ce point. Ce qui est vraiment important, c'est cette continuité, linéarité et l'enchaînement sans faille entre démiurgie première et démiurgie seconde. Et il n'y a plus l'obstacle, ici, l'introduction de cette matière à rebours du démiurge, comme dans le Timée. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette division que Proclus donne dans son prologue pour introduire à son commentaire, elle n'est pas la seule. Dans le commentaire, il y en a d'autres qui apparaissent, des divisions. En particulier, alors j'en ai retenu deux. La succession des 10 dons faits au démiurge. Mais je ne vais pas lire le texte parce que ça va peut-être retarder, mais il y a aussi une construction, une lecture du Timée qui repose sur l'idée que l'on a ici une succession de 10 dons que le démiurge fait au monde. Alors là-dessus, il y a un livre qui a été écrit. Dans la bibliographie, il faut se reporter à Koutash, 10 Gifts of the Demiurge, Proclus on Plato's Timaeus. Et il n'est pas question de substituer un plan en 10 dons, et un plan en démiurgie première, démiurgie seconde. Et il est clair que ce sont des choses qui doivent être combinées. Mais je pense quand même que le plan principal, c'est démiurgie première, démiurgie seconde. Et puis j'ai un autre plan aussi. Alors là, c'est dommage, c'est pour ça que je pensais avoir amené...
Le livre, là, je me réfère maintenant, après Émilie Couttache, à Marie Martijn, que j'ai cité dans ma bibliographie. Marie Martijn. Alors c'est un nom néerlandais, comme Luc Brisson l'a tout de suite vu une fois, c'est Marie Martin. Hein. Marie Martin, mais néerlandais. Alors, Marie Martijn a écrit un livre, et c'est dommage, je voulais le ramener pour le montrer et faire circuler aussi un petit peu, parce que je trouve que c'est pas bien. Moi j'ai ramené le mien, mais c'est pas juste, il faut ramener aussi les autres. Et je voulais vraiment le ramener, honnêtement. Hein. Alors, est-ce que c'est un geste manqué? Je sais pas. Mais Marie Martijn a écrit un livre pour, disons, alors là, véritablement, offrir une autre lecture un peu concurrente, disons, de celle que j'avais proposée à partir de Proclus. Et elle s'appuie sur un autre passage, pas sur le grand plan que donne Proclus lui-même, mais sur cette proposition que j'ai citée. C'est, dans votre exemplier, c'est page 6. Intimeum 1, 204, 8, 12. Oui, page 6. Proclus dit: la vraie philosophie de la nature doit être rattachée à la théologie. De même que la nature est suspendue au Dieu et divisée selon toutes les classes de Dieu. Donc la nature est suspendue au Dieu et divisée selon toutes les classes de Dieu. Et bien de la même manière, les discours aussi sont divisés et suivent quelque chose comme une succession de nature hiérarchisée. Alors, dans cette perspective, vous avez donc une nature qui dépend des dieux et qui se divise en différentes strates, qui constitue une chaîne ontologique de nature au pluriel, depuis Rhea, la déesse source, jusqu'aux natures multiples immanentes en passant par la nature universelle. Et là aussi, malgré mes précautions que j'avais voulu annoncer au début, je ne vous ai pas dit qu'à la fin, normalement, vous devez avoir, avant la bibliographie, une annexe avec un tableau des correspondances chez Proclus, voilà. Oui, parce que j'ai parlé depuis déjà presque une heure du démiurge, du modèle intelligible, de l'Indien. Je crois qu'on ne peut pas parler de Proclus sans avoir quand même au moins derrière l'arrière-fond, l'arrière-plan, disons, de la hiérarchie divine. Et celle-ci donc commence avec l'un, bien sûr. Ensuite, vous avez les dieux intelligibles avec une première triade, deuxième triade et une troisième triade. Et c'est dans la troisième triade des dieux intelligibles qu'il faut situer le fameux modèle dont j'ai parlé déjà, l'intellect intelligible. Ensuite, on passe aux dieux intelligibles intellectifs. On en arrive aux dieux intellectifs. Et c'est dans la première triade, celle des parents, qu'il faut situer Zeus le démiurge. Et avec Zeus le démiurge, bon, c'est pas la peine de descendre plus bas finalement, c'est le démiurge, le modèle intelligible, le vivant intelligible, et l'Indien. Vous avez les trois grandes causes transcendantes au-dessus du monde. Oui. On peut insister sur le fait que le schéma des causes transcendantes dans le commentaire sur le Timée, d'une certaine manière, apparaît comme très simplifié par rapport à l'exposé de la théologie platonicienne. Oui. Puisque dans la théologie platonicienne, après le déploiement de la théologie selon Proclus, il y a une énorme distance entre le modèle qui lui-même est au troisième niveau des intelligibles, et inférieur à l'éternité, et d'autre part l'intellect démiurgique, c'est-à-dire Zeus, qui est au dernier niveau, là encore au troisième niveau des intellectifs. Autrement dit,
lorsque on énonce la liste des causes en disant la cause finale, la cause paradigmatique, la cause efficiente, c'est-à-dire le bien, le modèle et Zeus, on a une série d'ellipses. Hein, c'est-à-dire, c'est très intéressant, effectivement. Hein. Oui, on a une espèce de cadre très dépouillé. Oui. Qui fait quand même l'objet de différenciation et de compléments qui viennent un petit peu nourrir ces trois principes dans le commentaire lui-même. Mais là, on n'a pas le temps de voir ça plus en détail ici. Mais donc, j'en viens au livre de Mare Martin, qui est un livre important, mais qui, vous voyez, adopte une autre lecture et qui prend comme fil directeur une chaîne de nature, depuis la nature divine jusqu'aux natures les plus parcellisées, les plus divisées, les natures qui viennent jusqu'à se loger dans la matière, dans les corps. Alors c'est aussi une lecture que je veux dire ça s'appuie sur le petit passage. C'est peut-être un petit passage, mais c'est quand même un passage Proclus nous dit il y a plusieurs natures, il y a une chaîne de nature, une hiérarchie de nature, et le Timée de Platon suit cet ordre. Mais là aussi, c'est pas concurrentiel avec le grand plan donné dans le prologue, c'est quelque chose simplement qui vient, éclairer d'un autre jour et compléter ce plan général. Bon, alors. L'autre point important que je vais essayer de développer, mais très rapidement aussi, d'évoquer plutôt très rapidement, mais qui n'est pas si compliqué que ça à saisir. J'ai insisté beaucoup sur l'aspect théologique. Mais, comme on va le voir encore un peu plus tout à l'heure, quand on dit théologie, évidemment ici, il faut comprendre science. Et l'aspect scientifique, la caractéristique scientifique de l'exposé de Timée, selon Proclus, est quelque chose de central. Ça se traduit en particulier par le fait que Platon, selon Proclus, va construire, Timée ou Platon, bien sûr c'est la même chose, selon Proclus, va construire son exposé physique de manière hypothético-déductive, c'est-à-dire que puisque c'est de la science, on fait comme en mathématiques, comme en arithmétique, comme en géométrie de manière plus particulière, on va partir d'abord de principes, de propositions fondamentales, que Proclus appelle aussi à l'occasion axiomes. C'est ce que je donne dans le texte qu'on va lire quand même parce que c'est important. C'est le texte donc 1.236.15. 1.236.15, c'est page 6 de l'exemplier. La physique scientifique géométrique du Timée. Platon procède à la manière des géomètres, quand il assume avant les démonstrations des définitions et des hypothèses grâce auxquelles il accomplira les démonstrations, et quand en tête de toute la science de la nature, il se donne, il faut ajouter un N, il se donne comme fondement une série de principes, car de même qu'il y a des principes propres pour la musique et d'autres pour la médecine, et pareillement pour l'arithmétique et la mécanique, de même aussi, la science de la nature, prise comme tout, comporte-t-elle certains principes que Platon à présent nous livre. Et là, vous avez une reformulation, mais assez fidèle quand même, de ce que l'on a dans le Timée à la ligne, prélude à l'exposé, donc dans la toute première page, prélude à l'exposé, 1, les prémices générales. Qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que le devenu, etc. avec la cause efficiente, le modèle et la copie. Donc, simplement, il y a une forme de systématisation. Ces prémices générales dans le Timée, comme je vous disais, Proclus les lit comme des axiomes, comme des hypothèses, c'est-à-dire au sens néoplatonicien du terme, comme des principes préalables à la démonstration. Donc les principes, être réellement être, c'est ce qui est appréhendé par l'intellection. Être devenu, c'est ce qui est saisi par un jugement conjectural fondé sur une sensation irraisonnée. Tout ce qui est venu à l'être vient à l'être à partir d'une cause.
Ce dont le modèle est l'être qui est toujours et nécessairement beau, et posons que l'univers sera nommé ciel ou monde. C'est un passage entre autres, mais évidemment on pourrait en citer beaucoup, où Proclus insiste et souligne ce caractère, ce qu'il appelle géométrique. Quand il dit que le Timée est géométrique, ça veut dire qu'il procède de manière scientifique, démonstrativement, à partir d'hypothèses qui fondent les démonstrations. Et ensuite j'en arrive, alors c'est peut-être la partie la plus importante, mais aussi la plus... Enfin, j'espère que je serai assez clair. Ce que j'appelle la dialectisation du Timée. Parce que... alors je me souviens, quand j'avais effectivement commencé à travailler là-dessus, physique et théologie, sur le commentaire de Proclus, je m'étais assez vite rendu compte que l'axe directeur, c'était les trois causes transcendantes. Et donc, comme le dit Proclus lui-même, la physique est une théologiatis. Premier point. Deuxième point, pour un néoplatonicien, dire que la physique est une théologie, théologie c'est donc une science première, assimilée à la métaphysique d'Aristote et assimilée aussi, et principalement peut-être quand même, à la dialectique dont parle Platon dans la République, la science première, au-dessus des mathématiques. Deuxième point. Alors, conclusion, si la physique est une théologie, si la théologie est science première, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à la dialectique dont parle Platon, alors, dire que la physique est géométrique n'est pas le dernier mot. S'il y a une progression, c'est plus une progression du type de celle de la dialectique dont parle Platon dans la République que du type géométrique, c'est-à-dire Euclide. Alors, ça veut dire que, pour résumer un peu à l'essentiel là aussi la distinction, si vous dites que c'est un exposé géométrique qui suit le modèle d'Euclide, vous allez avoir des principes, et à partir de ces principes, un enchaînement de conclusions où l'on descend des principes aux dérivés. Maintenant, si vous dites que c'est de la théologie, c'est de la science première, c'est de la dialectique. Alors la dialectique a une caractéristique fondamentale. Elle aussi, comme science, évidemment, va partir de principes. Mais au lieu de partir des principes pour descendre, elle part de principes pour remonter. C'est la fameuse proposition dans la République où on dit que la dialectique dépasse, naïré, les hypothèses. Et au lieu de prendre les hypothèses comme point de départ d'une descente vers les dérivés, la dialectique, c'est-à-dire la science première, prend les hypothèses comme réellement hypothèses au sens propre du terme, c'est-à-dire des points de départ pour une remontée. Hypothésis qui permet de remonter jusqu'où ? Jusqu'à l'un. Alors je me suis dit, essayons de voir un peu dans quelle mesure, ici, cette progression affirmée par Proclus comme étant géométrique n'est pas plutôt en fait dialectique. C'est-à-dire que le Timée, c'est pas quelque chose qui est simplement hypothético-déductif à la manière d'Euclide, mais qui est beaucoup plus platonicien ou néoplatonicien, c'est-à-dire qu'ils partent de principes, mais au lieu que les principes conduisent aux dérivés, les principes permettent une remontée vers les causes. Et c'est tout à fait ça, effectivement, c'est tout à fait ça. Peut-être qu'on ne peut pas le réduire strictement à ça, évidemment, mais c'est quand même manifestement ici une espèce de point de vue et d'orientation à l'arrière-plan très net. Et alors c'est ce que j'appelle la dialectisation du Timée. C'est-à-dire que lorsque vous abordez différentes sections du commentaire, par exemple les hypothèses, les démonstrations, et un peu plus loin l'exposé de la démiurgie, vous allez avoir, c'est là qu'il faut, j'espère, prendre un peu le temps quand même de comprendre ce que je veux dire. Par exemple, on a vu tout à l'heure que Proclus retrouvait dans le Timée un certain nombre d'axiomes. Ces axiomes, ce sont une formulation un peu systématique des prémices générales de Platon lui-même. Et parmi ces axiomes, j'en ai un, c'est le troisième, tout ce qui vient à l'être à partir d'une cause.
Alors on est bien d'accord. Proclus lui-même dit attention, ce sont les principes à partir desquels Platon va ensuite développer ses démonstrations, à savoir il existe une cause efficiente du monde. Et après avoir établi l'existence de la cause efficiente du monde, il va pouvoir, nous dit Proclus, exposer la démiurgie, c'est-à-dire la création par le démiurge du monde. Mais ce que l'on constate, c'est qu'à la lecture du commentaire, quand Proclus explique, commente le troisième axiome, on trouve quelque chose quand même d'assez curieux. Et ça, vous l'avez... il faut peut-être que je passe dans ce cas-là un peu plus loin, directement dans mon découpillé à la page 9. À la page 9. C'est-à-dire un passage où Proclus, donc encore une fois, commente ce qu'il appelle le troisième axiome, où Platon dit que pour quelque chose qui est devenu, il faut nécessairement une cause, parce que rien de ce qui devient ne devient sans cause. Alors, à partir de là, Proclus nous dit, en s'accrochant au mot cause, davantage, par le mot cause, aition. Proclus manifeste le caractère seul de son genre, monoïdé du principe démiurgique. Dès là qu'il nomme cause ce qui crée, to démiurgikon, pardon, j'ai oublié le iota, to démiurgikon, et non simplement ce qui fait exister, to hypostatikon, un autre être. Car sans doute le bien lui aussi a été dit par Socrate, cause est intelligible. Mais le bien n'est pas créateur, démiurgoun, parce que ce qui crée, panto démiurgoun, se dit par référence à un venir à l'être. Bon, puis il y a quelques lignes que j'ai laissées tomber, mais qui n'ajoutent rien, disons, au contenu exégétique que Proclus veut ici développer. J'ai, à partir du mot cause, qui apparaît donc dans ce que Proclus considère comme le troisième axiome, j'ai déjà, c'est ça qu'il faut quand même reconnaître, un premier enseignement théologique concernant le démiurge sur plusieurs points. Premièrement, il est monoïdé, donc il est un. Et deux, il ne se confond pas avec le bien. Alors c'est pas grand-chose, mais c'est déjà, il y a déjà une indication sur le rang et une indication sur sa idiotesse, c'est-à-dire il est un, c'est-à-dire ce qui sera développé un peu plus loin évidemment aussi dans le commentaire, c'est-à-dire que c'est un principe un au-dessus d'une multiplicité de démiurges, de causes démiurgiques. Voilà, donc ça c'était quelque chose de relativement important à souligner. Et lorsque Proclus en arrive alors à ce qu'il appelle les démonstrations par rapport au plan du Timée de Platon que vous avez à la toute première page, ça correspond à la section 2, application des prémices au monde sensible. C'est-à-dire que dans le Timée, ça correspond au moment où Platon nous dit, puisque le monde est devenu, et bien en vertu du principe qu'il ne peut pas y avoir de devenu sans cause, il y a donc une cause, un démiurge. Ça, c'est ce que Proclus appelle une démonstration. C'est la seconde, et c'est ce qu'il appelle aussi la deuxième démonstration. Et donc, dans cette seconde démonstration, il développe un assez long commentaire. Et là, dans ce cas-là, on peut rester à la page où vous êtes, finalement, à la page 9, dans l'exemplier. On peut rester à la page 9. Oui, on peut rester là. Le raisonnement
suit le même chemin que les hypothèses, ou plutôt suit l'ordre même des réalités à partir desquelles on avait assumé ces propositions. Car de même que partout la forme dépend de la cause efficiente, de même aussi les premières hypothèses sont-elles en continuité avec les secondes, et fournissent-elles pour les démonstrations un point de départ à ces secondes hypothèses qui se rattachent à elles. Car puisqu'il a été montré, conformément à la première hypothèse, que le monde est devenu, en prenant pour moyen terme objet de jugement conjectural, Platon démontre ensuite, conformément à la deuxième hypothèse, ce qui en est la conséquence, que le monde est devenu sous l'action d'une cause. Et si en effet le monde est un être qui devient, et si tout l'être qui devient sous l'action d'une certaine cause, le monde est donc nécessairement devenu sous l'action d'une certaine cause. Quelle est donc la cause efficiente de l'univers, à partir de laquelle le fait de devenir appartient au monde? Voilà qu'il est nécessaire de chercher à la suite de la démonstration précédente, et voyons quelle sorte d'argument Platon avance, tout en avançant, de quelle sorte d'argument Platon, tout en avançant, se sert à ce sujet. Et alors, là, j'ai tout un long commentaire sur l'identification de ce démiurge que Platon introduit en termes de père et producteur, pater et poietes. Je m'excuse un peu parce que évidemment si on n'a pas le timé peut-être plus précisément que ça en tête, c'est un petit peu délicat pour suivre. Vous avez le développement auquel ici Proclus fait référence, c'est est-ce que je l'ai mis ça? Ah, peut-être pas, non. Ah si, ici, page 8. Page 8. Page 8. Page 8, vous avez la traduction. Si, je crois que j'ai donné le texte grec aussi, mais enfin ça, je ne sais pas si on aura le temps de l'examiner. Donc vous avez la section ici. Hein. Il faut d'abord examiner. Vous voyez, page 8, il faut d'abord examiner. Encore une fois, en espérant que je ne suis pas trop brouillon quand même, cette section-là, c'est ce que dans le Timée, ça se correspond à l'application des prémices au monde sensible. Les prémices très générales sont maintenant appliquées au monde sensible. Et on peut lire, il faut d'abord examiner à son sujet ce que suppose-t-on il faut examiner en premier lieu. A-t-il toujours été? Ou bien a-t-il été engendré? Et réponse, Gégonen. Ah, c'est le fameux Gégonen, ça aurait été dommage finalement de ne pas le lire, parce que c'est quand même le gros truc Gégonen, qui a pu créer quelques palpitations de cœur plus d'un grec à l'époque. Donc Gégonen, car on peut le voir et le toucher, et par suite il a un corps. Bon, un peu plus loin. Pour sa part, ce qui est engendré, c'est, disons, nous, nécessairement par l'action d'une cause que cela est engendré. Cela dit, trouver le fabricant et le père de l'univers exige un effort, et lorsqu'on l'a trouvé, il n'est pas possible d'en parler à tout le monde. Mais il faut encore se demander au sujet de l'univers d'après lequel les deux modèles, etc., etc. Donc là, j'ai juste isolé la deuxième application de la prémisse qui a été donnée tout à l'heure, de plus haut, et que Proclus identifie dans la catégorie hypothèse, maintenant démonstration, à titre de préalable à l'exposé de la démiurgie, démonstration, c'est par l'action d'une cause que le monde a été engendré. Bien, donc il est un démiurge. Et alors pour commenter ces quelques lignes, Proclus développe, et là on revient maintenant à la page suivante, à la page 9, le raisonnement suit le même chemin que les hypothèses, ou plutôt suit l'ordre même des réalités. Ça j'avais déjà lu, donc je vais un peu plus loin. Car puisqu'il a été montré conformément à la première hypothèse que le monde est devenu, Platon démontre ensuite, conformément à la deuxième hypothèse, ce qui en est la conséquence, c'est-à-dire la deuxième démonstration, que le monde est devenu sous l'action d'une cause. Maintenant, la question est de savoir quel est ce démiurge, qui est ce démiurge. Et j'ai une très très longue explication dont j'ai donné le plan, mais qu'on n'est pas obligé de parcourir en détail. Une très très longue explication qui se présente sous la forme d'une galerie de portraits, c'est-à-dire on va
faire le catalogue des réponses qui ont été données par les prédécesseurs. Et ce qui n'apparaît pas évidemment dans le plan comme ça un peu sec, c'est que tous les prédécesseurs sont pris en compte, certes pour être dépassés, mais tous apportent une contribution à la détermination de cette figure qui n'a pas encore été bien déterminée. Tout ce qu'on en sait, c'est que c'est pas le bien. Enfin, c'est pas suffisant pour quand même savoir où il faut le situer exactement. Donc, vous avez une espèce d'histoire de l'interprétation et des réponses apportées à la question qui est le démiurge, c'est-à-dire où le situer essentiellement. Il y a toute une histoire qui se construit sur le mode d'une découverte progressive. Là aussi, bien sûr, on pense à Aristote et la métaphysique, la découverte progressive des 4 causes. Là, c'est pareil, une histoire, un dévoilement, si on peut, enfin, peut-être pas employer trop ce terme-là, enfin quelque chose comme une révélation progressive, avec des différenciations qui conduisent à cerner de plus en plus précisément cette figure du démiurge et la situer le mieux possible dans la hiérarchie des principes intelligibles, des principes divins. Et ça, c'est très net ici dans ce passage, mais c'est quelque chose là aussi qui est très, très, comment dire, vérifiable tout au long du commentaire. Le critère, comment dire, d'excellence, si on peut dire, de reconnaître un bon interprète, c'est celui qui a poussé plus loin encore la différenciation et apporté des précisions, en particulier sur la question du rang. Bien situer les choses et bien différencier les choses. Et donc, toute cette longue histoire, qui prend plusieurs pages, elle se conclut sur une formule, un enseignement que j'ai résumé en tirant du commentaire de Proclus la proposition suivante, Intimeum 1.311.20, le démiurge n'est nul autre que le troisième des pères intellectifs. Alors là, on a fait un grand progrès. On a fait un grand progrès, parce que c'est pas simplement qu'il est inférieur au bien, mais il est vraiment situé de manière assez précise dans la hiérarchie divine que vous avez en annexe, comme je vous l'ai indiqué. Et vous voyez comment ça marche, c'est-à-dire que on avait déjà parlé du démiurge pour reconnaître dans ce qui n'était qu'un axiome un premier enseignement. J'apprends du second axiome, la prémisse générale d'Antimée, j'apprends du second axiome que le démiurge est un monoïdeides et inférieur au bien. Il ne faut pas le confondre avec le bien. C'est relativement important parce que dans la tradition médio-platonicienne, on a volontiers confondu le démiurge avec le bien. Ça, évidemment, c'est pour Proclus, c'est inacceptable. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'évidemment, l'histoire des pères intellectifs, tout est exposé dans le 5e livre de la théologie platonicienne. C'est-à-dire que le 5e livre nous donne tout le détail. On a Chronos, Rhea et Zeus, et puis à chacun de ces trois est lié ce qu'on appelle un dieu, enfin en termes chaldéiques, un dieu implacable, qui sont. Voilà, donc ça fait 3 fois 2, et puis on ajoute la monade séparatrice, c'est-à-dire qu'on engendre une hebdomade à partir d'une triade. Mais ce qui est très important, c'est que Zeus est situé par rapport à Chronos, un peu comme dans la tradition de Plotin et d'Hésiode. Alors ça pose évidemment la question aussi du rapport entre les commentaires de Proclus et d'autre part la somme que représente la théologie platonicienne, qui manifestement présuppose tout le travail d'exégèse. Oui. Donc, n'importe comment le commentaire sur le Timée est censé être écrit jeune, quelque chose que Proclus. C'est un peu comme Kroll. Très... 2 ans plus tard. 27 ans, oui. Oui, mais c'est très très jeune, oui, c'est vrai, oui. Et c'est frappant quand même de constater que. Pardon ? Il avait tout en tête déjà. Il avait bien profité des leçons oui, des leçons de son maître. C'est ça, parce que tout ça, c'est la tête du Syrianus. Oui.
qui lui s'inspirait de formules. Oui, il ne faut pas imaginer que Proclus a inventé ça tout seul avec son génie. Hein. C'était sans doute un élève très doué, ayant écouté très attentivement les leçons de Syrianus. Oui, sûrement, oui. Oui. Bon, excuse-moi. Non, mais c'est très juste. Les pères intellectifs me mettent toujours dans un état. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que déjà il y a un premier enseignement sur le démiurge qui est acquis à partir du second axiome. À partir de la seconde démonstration, alors le second axiome qui fait l'objet de 10 lignes à peu près. Hein. C'est environ 10 lignes. Hein. Le commentaire fait environ 10 lignes. Après, vous avez 16 pages pour en arriver donc à cette détermination, en particulier du rang. Du rang du démiurge, avec l'explication cette fois-ci de la seconde démonstration. Et ce que je voulais ajouter pour terminer, c'était que lorsque Proclus en arrive à l'exposé de la démiurgie proprement dite, au traité sur la constitution du monde, c'est-à-dire lorsqu'il va commenter la création du monde comme tout, donc il met donc à partir de 29 D4 et suivant, vous avez un passage donc, de Platon qu'on peut quand même relativement prendre connaissance, même si c'est rapidement. Comment commence l'exposé de la démiurgie d'Antimée avec ces mots? Il, celui qui a, donc là je suis à la page 10 d'exemple, il, celui qui a constitué notre univers, était bon. Or, en ce qui est bon, nulle envie ne naît jamais à l'égard de quoi que ce soit. Dépourvu d'envie, il voulut que toute chose devinsse le plus possible semblable à lui. Voilà donc quel est précisément le principe tout à fait premier du devenir, c'est-à-dire du monde. En l'accueillant sur la foi d'homme de sens, nous ne saurions en accueillir de plus correct. Le Dieu a voulu que toutes choses fussent bonnes, qu'il n'y eût rien d'imparfait dans la mesure du possible, et il a ainsi pris tout ce qui était visible, qui n'était point en repos, mais se mouvait sans concert et sans ordre, et il l'a amené du désordre à l'ordre, ayant estimé que toujours l'ordre vaut mieux que le désordre. Et alors, on n'est peut-être pas obligé de lire ce passage jusqu'au bout, mais ce que l'on peut faire, c'est prendre connaissance quand même du commentaire de Proclus à cette section, avec Intimaeum cette fois-ci 1.370 à 30.1.1.2. Encore une fois, dans le kiné, c'est lorsque commence l'exposé proprement dit de la création démiurgique, qui commence par la question pour quelle raison Yatin Haïtian, pour quelle raison le démiurge a créé le monde? Et la réponse est Agathos N, il était bon. Et donc, avec ce qu'on a lu un peu aussi à la suite, et Proclus commente la divine démiurgie, c'est-à-dire la création intellective. Intellective parce que maintenant on sait que le démiurge est un intellectif, par opposition aux intelligibles au sens strict du terme. Va de l'indivision au divisible, de l'unifié au multiplié, du non étendu au masse corporel comportant toutes les dimensions. En imitation, le discours sur la démiurgie a proclamé la cause finale d'abord par une brève formule. Agathos N, il était bon. Puis discursivement, et en troisième lieu, elle énonce de manière explicite toute l'ordonnance et la procession qui dérive de cette cause. Il était bon résume en effet de manière unifique toute la finalité, qui est la plus divine des causes. En ce qui est bon, jamais quoi que ce soit, sur quoi que ce soit, il ne se forme nul sentiment d'envie. Étant donc hors d'envie, il a voulu que toute chose naquisse le plus possible semblable à lui-même. Ça, c'est une proposition qui expose le sujet discursivement du fait qu'après en avoir pris intuitivement une vue simple, Platon en a introduit un examen détaillé. Après cela, il expose désormais la démarche intellectuelle du démiurge dans son progrès vers le tout multiple et le spatial, démarche qui explicite tout le dessein providentiel et toutes les parties de l'opération créatrice. Et précisément, le troisième membre de phrase est lié au second et le second au premier. Comme en effet le premier membre initial était il était bon, Platon a commencé le second membre par le mot bon, et il s'est avancé jusqu'à la volonté du Père,
Et le troisième, alors commencer par la volonté et lire ensuite tout l'ensemble du dessein providentiel. Car si le Père était bon, il a voulu créer toute chose bonne, et s'il l'a voulu, il l'a fait, et il a mené l'univers vers l'ordre. Car la providence dépend du vouloir, et le vouloir de la bonté. Là aussi, il y a une systématisation du texte de Platon, avec un traité sur la constitution du monde. Traité sur la constitution du monde, c'est pas tiré du Timée, c'est tiré évidemment du commentaire. Proclus a identifié une section telle, ça, vous l'avez traité sur. C'est la démiurgie du monde en son tout, comme je disais dans le plan général du Timée de Proclus. Et donc, vous avez de manière très systématique une progression depuis Agathos, la bonté, qui est la cause finale. Et d'après Proclus, de la même manière que la bonté du démiurge se déploie, bonum diffusum sui, de la même manière, le texte de Platon s'élargit comme un fleuve qui part d'une source et puis comme une rivière qui finit par devenir de plus en plus large jusqu'à l'océan, et qui, depuis la bonté, disons, embraye sur la volonté, et ensuite se développe avec la providence démiurgique, c'est-à-dire toute l'activité providentielle du démiurge dans la création du monde en son tout comme totalité parfaite. Et donc, ce qui est frappant aussi, c'est que là, si vous voyez un peu, on savait déjà où situer le démiurge. Alors là, maintenant, on a 3 déterminations importantes sur ce qu'il est, avec la bonté, la volonté et la providence, qui sont développées en à peu près 55 pages. Alors, 10 lignes au départ, avec le premier enseignement sur le démiurge dans les prémices, en particulier la seconde. Je ne sais plus combien, 16 pages à peu près avec la seconde des démonstrations, à partir de la seconde prémisse, et maintenant 55 pages pour développer bonté, vouloir, providence du démiurge. Et on pourrait multiplier encore, ces exemples où, de manière, alors moi j'appelle ça en spirale, c'est-à-dire que le discours progresse, mais en même temps qu'il progresse, il revient régulièrement sur les mêmes objets principaux, le démiurge, ici c'est le cas, mais aussi le modèle, et pas mal aussi sur l'un de temps en temps. Et donc, régulièrement, vous avez comme ça, à partir de la lecture continue du texte de Platon, des remontées avec des enseignements de plus en plus fournis, qui conduisent à des déterminations de plus en plus précises, des différenciations de plus en plus... et un enrichissement de la science théologique portant, par exemple, sur le démiurge. Et c'est quelque chose comme ça qui fait que on peut quand même affirmer que la progression, même si Proclus appelle ça une progression géométrique, est moins géométrique que dialectique, avec cette idée que ce qui caractérise la dialectique, c'est de partir toujours de point de départ pour remonter à l'un, et non pas le chemin inverse, de prendre des hypothèses pour descendre vers les dérivés. Alors, je pense que, je ne sais pas oui, je pense que je peux arrêter là, parce que c'était vraiment pour moi le point le plus... Et alors, de manière... honnêtement, je ne voulais pas parler de ça, parce que mon livre a été écrit à 15 ans. Enfin, publié à 15 ans. Enfin, il a mûri pendant plus longtemps que ça. Mais enfin, il a été publié il y a 15 ans. Et je me suis dit, bon, on va pas revenir sur nos vieilles histoires, on va essayer de... Mais alors, ce qui me frappe, c'est que ce qui me paraissait être, moi, la thèse physique et théologique, le Timée de Platon par Proclus est théologique, c'est-à-dire il est plus dialectique, en entendant par dialectique science première. Et la progression que Proclus imprime au Timée dans son commentaire, c'est plus une progression de type dialectique que géométrique. Alors, je ne sais pas, je le dis, alors peut-être que je ne le dis pas assez clairement, mais quand vous avez ensuite des comptes rendus, ou des remarques, on parle de beaucoup de choses.
Et donc, ce qu'on a retenu essentiellement de physique et théologie, c'est l'escamotage du Timée. Et les gens se sont beaucoup accrochés là-dessus. Mais escamotage du Timée, mais non, il y a un fragment arabe où on voit bien que Proclus a commenté, etc., etc. Puis, enfin bref, toutes les raisons qui font qu'on n'a peut-être pas le droit de parler d'escamotage du Timée. Mais une chose, c'est que Proclus peut faire comme s'il n'y avait pas la matière quand il donne le plan du Timée. Autre chose, qu'il se soit quand même arrangé pour récupérer les choses en faisant de la matière, la Korah, quelque chose de tout à fait, finalement, il pouvait très bien la neutraliser, on peut lui faire confiance. Donc, c'est deux choses différentes. Mais les gens se sont beaucoup accrochés sur l'escamotage, mais j'ai le sentiment que cette histoire de ce que j'appelle progression en spirale, dialectique, avec ces remontées successives, mais jamais pour revenir au même point, c'est toujours pour enrichir. Donc on fait une fois ça, on remonte au démiurge, à partir d'Aikion, dans Timée, il n'y a quand même pas de quoi ici véritablement inscrire un enseignement sur le démiurge. Et ensuite un peu plus loin, la démonstration, bon, là c'est déjà peut-être plus, acceptable, mais on a de nouveau point de départ qui permet de remonter jusqu'au démiurge, mais alors en donnant un enseignement beaucoup plus détaillé quand même. Et après vous avez toute l'explication de la démiurgie du monde en son tout qui est analysée et développée à partir de la triade bonté, vouloir, providence. Et avec des développements très qu'on n'a pas plus le temps ici de voir, des développements importants sur, encore une fois, sur le rang du démiurge, sur son unicité, rang. Et la troisième des questions importantes quand on fait de la théologie à cette époque-là, c'est le nom. Parce que quand on a le nom Zeus, c'est pour ça que c'était important de dire que c'était Zeus, parce qu'avec ça, dans l'esprit de Proclus, on résume tout. Avec Zeus, on a tout. Parce que Zeus, on sait le situer à un rang très précis, avec des caractéristiques très précises. Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop... Tu vois, pour te donner un coup de main, moi, il me semble que les lecteurs qui se sont un petit peu excités sur l'escamotage de la partie finale, finalement, n'avaient probablement pas en tête la perspective néoplatonicienne. C'est-à-dire que le commentaire sur le Timée, il fait un ensemble avec finalement le projet de lecture du Parménide. Et il faut se situer dans la perspective anagogique qui est celle de l'ordre de lecture d'Aristote et de Platon qui est stabilisé à l'époque de Proclus. Donc effectivement, ce qui est fondamental, c'est que la physique soit une sorte de théologie. Pourquoi seulement une sorte de? C'est parce que la philosophie est divisée, il y a la physique, les mathématiques et la théologie. Donc en principe, la physique et la théologie ne sont pas la même... Et du coup, il y a une perspective d'ensemble qui coïncide exactement avec ce que tu as montré, c'est-à-dire la dynamique dialectique au sens platonicien, qui est déjà une rampe d'envol vers la lecture du Parménide. Et alors, finalement, ce sur quoi on n'a pas le commentaire, si on regarde le contenu, parce qu'il faut regarder le détail du contenu, je me reporte à ta page 5, n'est-ce pas, les parties du corps et de l'âme mortelle, la génération des animaux, peut-être respiration et nutrition, maladie du corps et de l'âme et remède, c'est un peu l'équivalent des parois naturalia. C'est-à-dire que c'est précisé comme par hasard, c'est que ça correspondrait mutatis mutandis à la partie du corpus aristotélicien, enfin en partie, c'est pas, qui n'a pas été commenté par les néoplatoniciens. Et pour une raison très simple, c'est que on est là dans des réalités qui sont des méricas, et qui n'ont pas de dignité philosophique. Alors, il est peut-être possible que Proclus ait écrit des choses là-dessus, mais peut-être pas très long. Enfin, c'était peut-être pas très long, ce qui est perdu finalement. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que du point de vue néoplatonicien, et je vois notamment fin du dialogue, tu vois, ce que tu as résumé, la génération des animaux, respiration, nutrition, les maladies, ce sont finalement, ça correspond à peu près à la thématique
des traités d'histoire naturelle d'Aristote qui ne faisaient pas partie du... Donc il est fort probable que dans un cours de Proclus sur le Timée, on ne lisait pas tout, en tout cas on n'accordait pas une aussi grande attention à tout. Juste, oui. Et les raisons pour lesquelles il y a une sorte de mise entre parenthèses, intentionnelle ou accidentelle, ça c'est une autre question, font sens dans la perspective générale de l'exégèse néoplatonicienne. Et si on pense à l'analogie avec Aristote, je crois que ça paraît beaucoup plus clair. Hein. Autrement dit, je pense que ton interprétation est fondamentalement juste. Enfin, et notamment l'idée que la dialectique doit être conçue comme un mouvement de remontée. Hein. Mais alors, ça correspond tout à fait à ce que, par exemple, Simplicius explique quant à la méthode pythagoricienne de Platon, hein, qui consiste à toujours étudier les réalités sensibles, les réalités physiques, dans leur relation avec les réalités transcendantes, hein, par opposition à la méthode d'Aristote. Et ce qu'explique très bien la formule que l'on trouve parfois chez les commentateurs alexandrins, la distinction entre la méthode de Platon qui est de théologikos physiologein, hein, c'est-à-dire faire de la physique en théologien, alors ça c'est le Timée, ou de physiologikos theologein, c'est le livre 8 de la physique d'Aristote, c'est-à-dire rester physicien même quand on fait de la théologie. Et en réalité, cette formule théologikos physiologein, utilisée, je ne me rappelle plus chez quel commentateur, correspond très bien à la définition de la physique comme une sorte de théologie. Et c'est au fond l'esprit dans lequel Simplicius commente toute la physique d'Aristote. Finalement, le commentaire sur la physique, il est très marqué par cette tendance. Hein. C'est tout à fait évident. C'est très... Fin du dialogue, c'est Proclus hein, qui appelle ça. Pardon ? Fin du dialogue, c'est Proclus. Oui, hein. oui. Pardon. Oui, pour aller dans le sens de Philippe, je pense qu'on ne peut comprendre l'interprétation de Proclus que si on lit l'annexe, le tableau des correspondances que j'avais fait en 87 pour Proclus et Lorcis, et Lorcis qui a repris le colloque sur la théologie platonicienne en l'honneur du Père Satory. Donc l'idée fondamentale, on retrouve à gauche le schéma néoplatonicien habituel, l'un, l'intelligible et l'âme, et ce schéma vient d'une interprétation de Platon qui se fait à partir du Parménide de Platon, c'est-à-dire qu'à partir de l'un qui est considéré comme le premier Dieu viennent les dieux intelligibles et ensuite les âmes, et ça donne une interprétation complètement théologique de Platon. Et cette interprétation théologique, ça pose des problèmes, et c'est ce que les néoplatoniciens appellent une théologie scientifique. Et donc, dans cette théologie scientifique, il s'agit de situer le Timée de Platon. Et le Timée, on va le trouver au niveau des dieux intellectifs, c'est-à-dire de l'intellect qui fabrique le monde et qui fabrique l'âme. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'arrête, me semble-t-il, dans le Timée au niveau de l'âme, comme on s'arrête dans la théologie au niveau de l'âme, et comme on s'arrête dans les éléments de théologie au niveau de l'âme. Et je pense que Proclus estimait que parler du corps et de la matière, ça n'était pas d'un niveau philosophique, ce qu'il appelle théologique. Donc, c'est à mon avis la raison pour laquelle Proclus donne une interprétation théologique
du Timée de Platon, mais c'est ce qu'il appelle une théologie scientifique. Et ce qui est intéressant, et je voudrais finir là-dessus, c'est que c'est tellement bizarre comme approche que Proclus se sent obligé de vérifier la validité de son interprétation. Et donc, dans la théologie platonicienne, il va montrer que puisque Platon, le discours platonicien, c'est une théologie, cette théologie est en accord avec les grandes théologies, c'est-à-dire avec leur fils, les oracadaïques. C'est les deux. Les oracadaïques, c'est la colonne du milieu, leur fils, c'est la colonne de droite. Et dans les éléments de théologie, il va montrer que ce système théologique est aussi rigoureux que... Dans les éléments de théologie, oui, est aussi rigoureux que la géométrie d'Euclide. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc, on trouve le Timée au niveau donc, des dieux intellectifs, puisque donc, le démiurge c'est un intellect qui fabrique le monde, et le monde est constitué d'âme et d'une âme et d'un corps, et donc Proclus va décrire l'âme, mais en ce qui concerne le corps, on n'en entend pas beaucoup parler. Et pour la matière, c'est tellement bas que de toute façon, pour lui... Donc je ne pense pas que ce soit un escamotage, je pense que c'est tout simplement une façon de donner un statut, enfin de ne parler de réalité, que de réalités qui ont un statut philosophique, c'est-à-dire pour plus théologique. Pour beaucoup de dialogues de Platon, les néoplatoniciens faisaient un choix. Je veux dire, quand on lit le politique en privilégiant presque exclusivement le mythe du politique, hein, et en laissant en laissant beaucoup d'autres choses de côté, et en disant que finalement le politique dans le premier cycle platonicien c'est presque une anticipation de l'enseignement du Timée, hein, donc il y a un choix, c'est-à-dire qu'on ne commande pas tout, de même pour le Phèdre, hein, on privilégie le discours de Diotime. Non, mais pour la politique, c'est intéressant parce qu'à leur époque, les néoplatoniciens ne pouvaient plus se mêler de politique, parce qu'autrement, ils auraient été éliminés immédiatement. Et pour le Phèdre, c'est le mythe central. C'est ça. Et donc, on ne pouvait pas parler des premiers discours qui partaient sur l'amour masculin. Et pour le banquet, on a Diotime. On ne faisait pas de l'éloge d'Eros qui... si ça se situait dans le monde réel. Quoi. Bien, y a-t-il des questions, des observations? Alain, je voudrais revenir sur la question de la place, sur laquelle tu as beaucoup insisté. Et c'est vrai qu'il est frappant de voir comment le néoplatonisme finalement dégrade la position, la question de la création. Tu as évoqué le médioplatonisme qui assimilait le démiurge au bien. Et là, la question de la création devient finalement assez secondaire dans l'ensemble de l'économie néoplatonicienne, en tout cas très dégradée. Oui, très dégradé, oui. Alors, comme disait Philippe, parce qu'évidemment, on est au niveau des dieux intellectifs, c'est vrai. Enfin, première triade, quand même. Il y a pas mal de... Il y a pas mal D'autant que Proclus en rajoute les énarques, en plus. C'est vrai. Non, c'est ça. Non, enfin, dans le texte et dans l'organisation que tu as mis en place, c'est assez frappant de voir finalement. C'est un paradoxe, 55 pages pour décrire les vertus du démiurge, et en réalité, tout est avant. Alors tout est avant, mais alors là aussi, ça c'est assez, comment dire, caractéristique des néoplatoniciens et de Proclus aussi en même temps. Tout est avant, mais tout est dans tout.
Donc, s'attacher au démiurge, c'est forcément aussi s'attacher en même temps au modèle et à l'un. Et ça, c'est frappant dans les considérations qui sont liées, par exemple, à la question du rapport entre le modèle et le démiurge, puisque dans le Timée, apparemment, littéralement, le modèle est au-dessus, le démiurge regarde. C'est en référence au modèle sur lequel il jette les yeux. Donc on a discuté la question de savoir si le modèle est extérieur au démiurge ou pas. Et les néoplatoniciens disent qu'il n'est pas seulement extérieur, il est à la fois extérieur et intérieur. Et pour la bonté, c'est pareil. Là, on n'a pas eu le temps de le voir de manière très précise. Mais quand on dit que le démiurge est agathos, c'est pas une petite bonté simplement limitée au rang du démiurge dont il est question. C'est que l'on a affaire ici à une bonté qui, en le démiurge, est une réplique, si on peut dire, une espèce de dérivé de la bonté première. Et donc le démiurge est une certaine manifestation aussi de l'imbien qui descend tout doucement par des strates. Dans le passage, dans celui-ci, la page 11, Oui. 1 370 13. Oui. Alors, c'est toi qui traduis, non? Je pense. Non, j'ai oublié de le dire. Festugière. Il peut y avoir de temps en temps des petites modifications, mais c'est festugière. Voilà. En imitation, en grec, quel est le terme? Alors, ça c'est bien, j'ai ramené le. Voilà. Alors c'est. À quelle ligne? En imitation le discours. 1 370. C'est la troisième ligne. Alors c'est page 11. C'est le passage de donc 1 370 et c'est la troisième ligne. Oui, troisième ligne. Katamimessi, non? Apeikonizomenos. Apeikonizomenos. Oui, le discours sous mode d'image proclame que sous mode d'image, Oui. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que on a une théorie selon laquelle il y a vraiment un rapport mimétique extrêmement précis entre le mode d'exposition et d'écriture de Platon et l'ordre de la réalité. Oui. Ça, c'est très avec le passage entre de la formule brève aux formules déployées. Ça, c'est vraiment très beau. Oui, C'est vraiment très intéressant. Et évidemment, ce qu'on peut soupçonner, c'est qu'il y a derrière, dans la mesure où le Timée est censé être une œuvre pythagoricienne, on a aussi l'idée du rapport naturel entre le langage et la réalité. Je pense qu'il y a certainement, flottant au-dessus, l'idée que le langage est une image naturelle de la réalité, ce qui explique que le mode d'écriture pythagoricien de Platon dans le Timée se conforme véritablement à l'ordre général de la procession. Oui. Il y a certainement quelque chose de cet ordre-là. Il y a ça, et puis aussi l'idée que, avec des formules comme agathos en, pourquoi le démiurge a-t-il créé le monde? Réponse agathos en. Ou bien, puisque pour tout devenu, il y a nécessairement une cause, alors maintenant je vais prendre le monde et je vais appliquer ça au monde. Est-ce qu'il est devenu ou pas? Il est devenu gegonen. Ramassé en une petite formule. C'est interprété par Proclus comme une remontée du discours à une forme de connaissance intuitive, unifiée. Avant le déploiement discursif, avant le déploiement dans des multiplicité de logos, de raisonnement, de logos, etc., on a une forme d'intuition unifiée avec une saisie unitive de l'objet. Et agathos en, c'est ça. Et à partir de là, il y a un déploiement effectivement de... D'autant plus que dans mon souvenir, il y a un texte très intéressant où Proclus commente la forme de l'imparfait, du N, en disant c'est un imparfait, mais c'est pas vraiment un imparfait. Il est aneparataseos pour expliquer la transcendance du démiurge par rapport au temps. Et c'est extrêmement intéressant cette spéculation avec des outils grammaticaux. Et on a une sorte de grammaire négative. En réalité, c'est pas un imparfait, justement, ça signale la supériorité par rapport à la temporalité. Alors quant à agathos, ce qu'il faut rappeler, c'est que, en tout cas c'est la théorie qui est par exemple dans les éléments de théologie, c'est que
on a effectivement la coïncidence pure de l'un et du bien au début, et puis tous les dieux à partir des Énades, enfin les Énades sont des bontés, et par dérivation, tous les dieux sont bons. En tant effectivement qu'il s'inscrit dans des chaînes qui procèdent des Énades. Autrement dit, la bonté du démiurge, c'est un cas qui n'est pas exceptionnel. Ah non. C'est peut-être pas le même type de bonté, mais au fond, les dieux visibles eux-mêmes sont bons. C'est-à-dire qu'il y a une forme de bonté du monde, une forme de bonté des astres, et il y a un passage très mystérieux, très bref, dans les éléments de théologie. Tu te rappelles où on voit très bien que c'est le point d'accrochage de l'astrologie philosophique. C'est-à-dire que s'il y a, dit Proclus, quelques activités providentielles des corps célestes, c'est à leur bonté qu'ils le doivent. Donc cette... Je voulais dire que dans le tableau, c'est pas un tableau avec les strates qui sont séparées les unes les autres, donc il y a un phénomène de procession où tout descend vers ce qu'il y a de plus bas, et il y a aussi ce processus de conversion, ce que tu appelles dialectique. Oui. Et donc ça c'est vraiment très très important, me semble-t-il, c'est-à-dire que tout est lié dans le sens de la descente et dans le sens de la remontée. Et la deuxième fois, il faut faire remarquer, c'est que pour le Timain, c'est intéressant parce que ce que Proclus va commenter, c'est au niveau des dieux intellectifs, c'est-à-dire Cronos, Hécate et Zeus, les dieux hypercosmiques et encosmiques, en gros, c'est l'âme. Et donc, ce qui intéresse Proclus dans le Timain, c'est l'intellect qui fabrique le monde, et c'est dans la fabrication des miurges, dans la fabrication de l'intellect, les âmes. Les âmes du cortège dans le mythe central du Phèdre, les âmes celles du monde et celles des différents corps célestes, et ensuite les anges, les démons et les héros, et puis nos âmes. Et là, on s'arrête. C'est comme ça, moi, que je vois le commentaire. Mais sur ce plan-là, par exemple, je ne l'ai pas dit ici, quand Proclus analyse donc, la démiurgie du monde en son tout, avant qu'on passe à la démiurgie des parties, le corps et l'âme, dans le Timain. Il y a d'abord un exposé sur le monde comme tout. Donc il nous dit, voilà, tout ça c'est construit sur la triade bonté, vouloir, providence. Mais c'est un cycle. Un cycle, c'est-à-dire on part de la bonté pour arriver à la providence, mais avec la providence, c'est une manière de remonter. Je n'ai pas pu le développer là, mais c'est... Et sur le fait que le démiurge soit un peu bas dans la hiérarchie des dieux, encore une fois, quand on l'approche en essayant, alors j'ai parlé tout à l'heure de différenciation progressive avec des retours multipliés qui impriment au Timain un mouvement, disons, de mouvement en spirale. C'est-à-dire on remonte une fois, et puis on remonte une deuxième fois, et on remonte une troisième fois, et ainsi de suite. Bon, par exemple, pour saisir le démiurge, ce sont des différenciations scientifiques. Il s'agit de bien identifier la chose, de déterminer ses caractéristiques, etc. Mais dans un esprit néoplatonicien, c'est autant aussi de purification des concepts. C'est très important ça. C'est vraiment aussi quelque chose de... Il faut... c'est le travail de dépassement, et en particulier, évidemment, de dépassement des connotations sensibles ou physiques ou n'importe quoi. Donc, et l'approche du démiurge, en approchant le démiurge avec des conceptions les plus pures possibles, on approche aussi évidemment le bien et le modèle, parce que les trois, bien, modèle et démiurge, sont comme en abîme présents dans la figure de démiurge, comme le démiurge est dans le modèle.
et le modèle est dans le démiurge. Sous le mode propre à chaque fois de chacun. Le modèle est dans le démiurge sous le mode intellectuel. Et il est présent dans le modèle sous le mode intelligible. Donc les causes de ce point de vue-là, si on se limite à celle-là, ne sont pas si différenciées que ça. C'est pas parce qu'on reste au niveau du démiurge qu'on est comme si on avait fermé un toit ou la cale d'un bateau avec... le sens même de la causalité n'est pas la même. Au livre 2 de la théologie platonicienne, au chapitre 9, il est clair que la causalité, que quand Proclus utilise la causalité pour décrire l'action de l'un, c'est pas la causalité au sens du délire, je dis c'est un simple indice, endeixis. Et il rajoute une causalité qui n'est pas présente ici, qui est la causalité période ou la référence. Donc il y a des régimes même, la façon même de penser la causalité se modifie en fonction de ces analogies. Ah oui. Oui, c'est ça qui est important. Les analogies ne sont pas simplement un système de reproduction, c'est aussi un système de différence. Oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est juste. Je vois qu'il y a quelqu'un qui... Juste pour être sûr de bien comprendre, quels sont les parallèles ou les différences que vous faites entre d'une part la procession et la conversion, et d'autre part la démonstration et la dialectique, ce que vous avez appelé la dialectique. Alors, procession, conversion, dialectique et démonstration. Ça vous suit les mêmes mouvements, effectivement, d'une part vers le bas, d'une part vers le haut, la remontée, le sens, la réflexive, la... Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire. Moi, j'en ai parlé dans un sens assez précis, c'est-à-dire à partir de l'opposition, à partir de la progression que Platon pose avec la ligne dans la République. Ce que j'ai voulu dire ici, c'est que à partir de l'idée que l'on a au-dessus des mathématiques et des sciences de manière générale, et en particulier les mathématiques, une science supérieure, une science première, qui se caractérise, pour encore résumer les choses à l'essentiel, par le fait que d'un côté vous avez des hypothèses, des définitions, des objets aussi, le point, la ligne, etc., avec une démarche qui consiste à partir de ces principes qu'on ne démontre pas, par définition ce sont des principes. À partir de là vous allez développer tout un discours avec des démonstrations, etc. Euclide. Bon. Et Platon nous dit oui mais attention, à côté de ça vous avez une science qui est supérieure, parce que ce qui manque à ces différentes sciences, c'est qu'elles sont caractérisées par un morcellement. Déjà, elles-mêmes n'ont pas les mêmes principes. Donc il y a une multiplicité de principes dans chaque science et entre les sciences. Et en plus, le géomètre n'a pas à rendre compte, et même s'il le voulait, c'est pas son problème, il ne va pas rendre compte des points de départ. Ce qui est un peu embêtant dans la mesure où tout dépend d'eux. Donc évidemment, du coup, tout votre discours, il est quand même un tout petit peu fragilisé par le fait que vos points de départ restent comme ça. Je ne vais pas dire purement conventionnel, mais enfin, il y a une forme de... Il n'y a pas de fondation solide. Et donc Platon dit, à cause de ça, il faut poser quand même qu'il y a une science, une véritable science à ce moment-là, véritablement quelque chose qui nous permette de fonder un discours avec une certitude pleine et entière. C'est ce que j'appelle la dialectique, qui part des principes que posent les hommes de science, en particulier les mathématiciens, mais qui, au lieu de partir de là pour descendre, va remonter jusqu'à l'un hypothétique. Et une fois arrivé jusqu'à l'un, là vous avez le fondement ultime, qui fait que tout votre discours et tout votre savoir est véritablement fondé en vérité. C'était dans cet esprit-là.
Et donc dans cet esprit-là, effectivement, ça rejoint effectivement le thème de la procession et de la conversion, dans la mesure où, comme dit Platon, mais de ce point de vue-là, les néoplatoniciens sont fidèles, le mouvement conversif vers l'un doit être suivi d'un mouvement inverse de procession vers... parce qu'une fois que vous avez atteint l'un, vous pouvez à ce moment-là fonder précisément ce qui au départ n'était que des principes non fondés. Donc il y a un cycle là aussi, remonter, redescendre, procession, conversion. Est-ce que c'est ça que vous voulez... Ouais. Ce qui est très difficile finalement, c'est de comprendre exactement le statut de l'appel aux mathématiques dans cette doctrine. À partir de Platon? Non, dans le discours de Proclus. C'est votre prochain livre. Voilà. Parce que à Euclide. À quelle mathématique fait-il allusion? Non, c'est ça. Non, je veux dire, c'est ça. On a du mal à on a du mal à voir exactement quelle est si c'est une comparaison, une image, je veux dire, si c'est quelque chose. Donc, c'est pour répondre en une phrase très très brève, les rapports mathématiques se trouvent comme imagés reproduits sous forme d'image dans les rapports physiques. Mais il ne faut pas imaginer que le rapport mathématique, c'est simplement de dire je vais appliquer des formules ou des rapports mathématiques à de la matière. Ça ne marche pas comme ça. La réponse est dans un des textes que vous avez donné, Alain, qui est le texte des didons. Les 10. La succession des didons, le second don, je le lis. Oui. Donc, don plus parfait, le lien qui, grâce à la proportion, maintient l'ensemble des éléments présents. Voilà. L'objet mathématique, c'est la proportion. C'est ça, le nombre, c'est la proportion. Et donc on est renvoyé au commentaire avec Euclide, qui sur ce plan est vraiment décisif. J'ai l'impression qu'il y a une précision à donner dans le texte de la ligne de Platon. Platon dit que le géomètre ne rend pas compte de l'existence des objets qu'il utilise. Le mot existence est important. C'est qu'à ce moment-là, on fait de l'ontologie. Le géomètre ne fera jamais de... Oui, merci. Oui, c'est ça. Quand on dit fonder, c'est fonder aussi, bien sûr, l'existence de l'objet. Bien sûr. Mais alors, le truc avec les mathématiques, c'est surtout qu'il y a deux, pour simplifier, mais c'est quand même très important, il y a deux mathématiques. Ce qu'on appelle la mathématique ordinaire, c'est celle qui travaille sur des concepts abstraits. Et alors ça, Proclus considère qu'évidemment, ces concepts n'ont pas du tout de validité quelconque. Ce sont des concepts qui sont construits de manière empirique, comme Aristote le raconte dans les secondes analytiques, et qui sont des concepts vides. Et après, il y a les vrais concepts, mais alors qui, eux, n'ont absolument pas d'origine empirique, qui ne viennent pas de la multiplicité des expériences et du monde sensible, sont des concepts qui dérivent directement des logoi que l'on a dans l'esprit, dans l'âme, et qui sont constitutifs de l'âme humaine. Et alors cela, ça, c'est des vrais concepts, c'est ce qui donne d'ailleurs la possibilité de faire, de la géométrie exacte, parce qu'un logos, un concept qui est tiré du sensible, retient du sensible l'imperfection propre au sensible, le manque d'exactitude. Donc quand on parle des mathématiques, il y a déjà ce grand partage qui est fondamental. Et voilà. Bon. Merci Alain. Oui. Tu me donnes la transition pour la prochaine séance. Ce que tu viens d'évoquer, ça a été thématisé de façon extrêmement claire dans un débat entre deux humanistes italiens de la Renaissance, Alessandro Piccolomini et quelqu'un que tu connais, Jacopo Barozzi, puisque c'est le traducteur du commentaire, c'est le premier traducteur latin du commentaire au premier livre des éléments d'Euclide de Proclus. Et donc nous parlerons lundi prochain, 30 janvier, du Timée à la Renaissance. Voilà. Et c'est Bruno Pinchat qui viendra nous instruire. Voilà, et on reparlera peut-être de ces questions, de ces débats qui sont très importants pour la constitution, de la science moderne. Hein,